On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la fête du printemps ce week-end au Fort Chambly. Mais d'abord, rien ne l'arrête. Il souhaite recueillir 10 000 $ pour l'hôpital Shriners pour enfants. Rien ne l'arrête. Il souhaite recueillir 10 000 $ pour les Shriners. Il va participer au Spartan Race comme représentant pour cet hôpital. Il est avec nous, accompagné également d'autres invités qu'on vous présente à l'instant. Donc d'abord, Jeffrey Beausoleil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Caroline Faneuf, qui représente l'hôpital des Shriners pour enfants. Bonsoir à vous. Accompagné de Patrick Beausoleil, qui est le père de Jeffrey. Bonsoir et bienvenue. Jeffrey, tu as aujourd'hui quoi, 17-18 ans? 17 ans. 17 ans. Mais on s'était déjà vu ici sur le plateau. Oui, il y a à peu près 2-3 ans, je pense. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années? J'ai grandi. Oui. j'ai maturé. C'est bien répondu, ça. J'ai aussi maturé, des choses comme ça. Puis je me suis aussi adonné à plus de sport qu'avant. J'ai commencé à faire plus attention à comment je mangeais, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à bouger plus. Et j'ai participé à plusieurs événements comme le Grand Défi Pierre-Lavoie, des activités à l'école, le sport, comme on va dire, du Ultimate Frisbee, des choses comme ça. Et il n'y a pas à peu près un an, on m'a demandé de faire une Spartan Race. Et j'ai participé à des courses Spartan Race, qui sont des courses à obstacles en montagne. Bon. Parle-nous de toi un peu, pour les gens qui ne le savent pas. Tu as un handicap physique. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Dans le fond, moi, j'ai une malformation congénitale à la main droite et au pied droit, ce qui veut dire qu'à la naissance, il manquait ma main et mon pied droit. Ouais. Dans le fond, lorsque je suis né, mes parents n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas qu'elle allait manquer ma main droite et mon pied droit, parce qu'à l'échographie, on n'avait pas, dans le temps, il n'y avait pas comme l'image 3D et tout. Alors, on n'a pas pu voir qu'il manquait une malformation, alors j'étais une surprise, dans le fond. Et puis, quand mes parents l'ont su, on a eu beaucoup de questions à savoir comment j'allais pouvoir marcher, des choses comme ça. Et puis, au fil du temps, on a appris que j'étais capable de marcher et de courir aussi, faire des choses comme ça. Et puis, j'ai grandi comme tous les autres enfants et j'ai eu autant d'aide puis de... Bon, en même temps, parce que parfois les handicaps, il y a deux façons. Soit, évidemment, qu'on a un accident qui fait en sorte qu'on perd un membre. Dans ton cas, tu es né comme ça. Donc, tu n'as jamais connu autre chose. Donc, tu as appris à marcher. Oui, j'ai appris un peu à marcher comme tout le monde avec juste quelques petites différences. J'ai appris à marcher quand j'avais à peu près 18 mois, je pense. Mes parents m'ont mis de dos à un mur parce que quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas marcher. Je voulais juste ramper. Alors, mes parents m'ont mis à côté sur un mur et pendant 30 minutes, je pleurais. « Non, je veux pas, je veux pas! » Puis là, je criais, je pleurais. Puis après 30 minutes, j'ai réussi à avoir mon équilibre. Après ça, j'ai commencé à courir puis mes parents m'ont regretté. Parce que je courais, puis j'étais une petite boule d'énergie, puis... Vous avez fait ça, vous? Ouais. Ça a marché? Ben oui, il fallait qu'on trouve un moyen. Puis quand on le laissait debout dans le milieu de la place, il se laissait tomber sur les fesses automatiquement. Fait qu'on l'a mis on a pensé en le mettant sur le bord, à côté sur un mur, il ne pourrait pas se pencher. Fait. Bon. Quand on est parent, puis on le sait, tous ceux évidemment qui ont eu des enfants, on veut toujours avoir des enfants qui sont en santé, puis on les veut évidemment dans un modèle que tout le monde, le modèle régulier. Bon. Sauf que des fois, ça arrive que le modèle n'est pas toujours régulier. Quand on est parent, si vous vous reportez il y a 17 ans, puis je pense que Jeffrey l'a bien exprimé, là, probablement que vous aviez des questions. Est-ce que mon enfant va marcher? Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va avoir une vie normale, etc. Donc, tout ce questionnement-là, vous l'avez eu comme parent au départ. Là. Effectivement, c'est sûr on avait beaucoup de questionnements. Par contre, on n'a pas voulu focuser sur le pourquoi parce que c'était pas tellement important. Nous autres, on a tout de suite focusé sur le comment avec Jeffrey. On était des parents à la base, moi et Isabelle, sa mère. Qui sont très positifs dans la vie. Fait que donc, on a passé tout de suite à comment qu'on va pouvoir aider Jeffrey à marcher et tout ça. Puis c'est là qu'on a été dirigé vers l'hôpital des Shriners avec les intervenants là-bas, soit en physiothérapie ou en ergothérapie, puis ces choses-là. Fait que donc, rapidement, on a été amenés à cet hôpital-là qui nous ont aidés. Bon, Jeffrey, il y avait d'autres petites malformations, dans le fond. Il y avait des doigts palmés un peu, des choses comme ça. Fait que donc, il y a eu des opérations à des jeunes âges. Mais vraiment, pour nous autres, ce qui était important, c'était le comment. Puis on a pu trouver vraiment de l'aide avec l'hôpital Shriners. Et de voir aujourd'hui, 17 ans plus tard, qu'il fait des compétitions, puis tout ça, je veux dire,
La réalité, c'est que Jeffrey a dépassé nos espérances pour lui à l'âge de 6 ans, à peu près, quand il a commencé à jouer au soccer. Fait que ça fait longtemps qu'on sait que Jeffrey peut faire beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'il était pour être capable de faire. Bon. Madame Phaneuf, l'hôpital comme l'hôpital des Shriners, que les gens connaissent de réputation, là, ici, on a un exemple en vrai d'une aide. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes, avec des enfants comme Jeffrey à l'hôpital des Shriners? Bien, c'est ça. Alors, il y avait des opérations qu'il a subies chez nous, mais aussi, c'est une question, comme Patrick vient juste de le dire, d'ergothérapie, de physiothérapie, etc. C'est un hôpital, l'hôpital Shriners pour enfants Canada est un hôpital qui traite les enfants avec des problèmes orthopédiques et neuromusculaires, donc des pieds beaux ou la paralysie cérébrale ou des choses comme ça. Alors, c'est un hôpital ultra spécialisé. Bon. Quel est le lien entre Spartan Race et l'hôpital des Shriners? Bien, regardez, notre mission est de traiter et aider à la réhabilitation de ces enfants-là, mais on veut communiquer que s'ils veulent, ils peuvent vraiment, qu'un handicap physique ne doit pas les limiter dans la vie, ni de façon psychologique, ni de façon physique. Et Spartan Race tient un petit peu les mêmes valeurs que c'est des courses où le but n'est pas nécessairement, autre que si on est élite, le but n'est pas nécessairement de terminer le premier. Le but, c'est de terminer et d'avoir le genre de T-shirt finisher puis la médaille après. On peut s'entraider, on peut arrêter un petit peu, prendre une petite marche. Jeffrey se fait aider dans des obstacles, etc. Les autres peuvent le faire aussi, là. C'est vraiment l'entraide. Alors, c'est ça qu'on aime de ça. Alors, on est un partenaire de bienfaisance. Donc, on fait ça comme levée de fonds, le Spartan Race. Alors, les gens peuvent donner, ou bien, par exemple, à la course de Jeffrey, l'aider dans une levée de fonds pour l'hôpital. Et puis, ils peuvent aussi courir pour l'hôpital et faire leur propre levée de fonds. Et le but, c'est que, leurs dons vont aller à aider d'autres enfants, comme Jeffrey, à marcher, courir, même faire une Spartan Race. Donc, pour toi, l'hôpital Shriners, c'est comme ta deuxième maison, là. Oui. T'es allé là quelques fois dans ta vie, là. Bien, plusieurs fois, même plusieurs fois par année, j'ai des suivis en ergo et en physiothérapie. Dans le fond, ils m'ont été d'aide durant toute ma vie. Ils m'ont appris à écrire, ils m'ont appris pas à marcher, mais à mieux utiliser mes prothèses, ils m'ont appris à attacher mes boutons, lancer mes lacets, attacher mon manteau, plein de choses comme ça. Ils m'ont donné des trucs pour faire des choses normales de tous les jours à ma façon. Ils ont vraiment une grande place dans ma vie. Bon. Tu as 17 ans aujourd'hui. De 0 à 17 ans, combien de prothèses as-tu pu essayer, utiliser? Je ne sais pas. Ça ressemble à quoi, le monde des prothèses? Là? Parce qu'en plus, là, il y en a une sur la table qu'on va expliquer tantôt. Là, mais... le monde des prothèses, c'est à peu près une prothèse par an. Et si tu es chanceux, tu en as 2 par an. Ah, OK. Alors, moi, il y a une phase de ma jeunesse, c'est que j'ai grandi tellement vite que j'ai eu 2, même 3 prothèses, je pense, en une année. Et puis, une prothèse, c'est ça. Ça marche, dans le fond, avec ta grandeur. Et aussi, ça marche avec l'usure, comme j'ai réussi à briser plusieurs de mes prothèses. Puis, est-ce que ça s'est amélioré depuis? Je veux dire, la qualité, la technologie? Oui, j'ai vu une grande différence avec mes premières prothèses, qui étaient, dans le fond, des pieds plats, qui n'avaient pas de flexion, dans le fond, comme au niveau des orteils. Ouais. Puis maintenant, j'ai des prothèses en fibre de carbone qui me permettent de courir sur des grandes distances puis de faire faire du sport qu'on court. Ouais. Et puis, moi, ma prothèse que j'ai de tous les jours en ce moment, elle me permet de faire du sport aussi, parce que c'est une prothèse plus sportive. Alors, j'ai vraiment vu comme le gap de différence de ma jeunesse à mon adolescence, puis c'est vraiment incroyable. Là. Parce que même tantôt, je t'ai vu débarquer de la voiture, puis je veux dire, quelqu'un qui ne le sait pas, il ne le voit pas, là. Ouais. Tu as une démarche qui est tout à fait normale, ouais. Là. Puis ça, c'est grâce vraiment au mécanisme de la prothèse qui me permet de faire un mouvement de talon-orteil, tout seul, dans le fond, qui le fait automatique. Et puis, c'est vrai que le monde ne remarque pas vraiment ma malformation, parce que je porte des pantalons. Mais sinon, l'été, on le remarque plus. J'avais un professeur, quand j'étais au primaire, qui après 1 an de temps, elle n'avait jamais remarqué qu'il me manquait une jambe. Parce que ma prothèse, c'était de couleur peau. Alors, c'est vrai que les prothèses nous permettent vraiment de faire des choses de tous les jours puis de ressembler aux gens normaux. Bon, tu ne portes pas de prothèse au bras droit, c'est volontaire, c'est ta décision? En ce moment, c'est volontaire parce que ma prothèse, elle ne me fait plus. Mais dans ma jeunesse, j'ai des prothèses électriques, myoélectriques dans le fond, qui avec des électrodes au niveau de mon coude,
qui ouvre et qui ferme comme ça. Et t'aimes ça ou pas? Ou... Ben, la prothèse électrique, c'est plus difficile, c'est plus lourd à utiliser. Moi, j'avais un crochet qui, dans le fond, marchait avec un harnais dans mon dos, que lorsque je t'appuyais comme ça l'ouvrait. J'avais une petite forme de crochet. Ça, je préférais ça, mais elle ne me fait plus en ce moment. Là, tu as amené évidemment une panoplie de médailles. Ça pèse à peu près 4,5 tonnes. Parle-nous un peu, parce que là, il y a plusieurs événements là-dedans. Là. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça, dans le fond, c'est des Spartan Race, des courses à obstacles. Ça fait du bruit, hein? C'est des courses à obstacles en montagne de 5, 13, 21 km. Et pour les fous du sport, 41 km. Alors, toi, es-tu là-dedans? Non, non. Okay. Non, t'es pas encore rendu fou? Il est assez fou pour 21 km. 21 km, là. Puis dans le fond, c'est une course à obstacles en montagne en pente de ski. Pas les pentes faciles, intermédiaires, c'est vraiment les pentes experts. Alors, c'est quelque chose de très difficile au niveau des jambes et tout. Et l'hôpital Shiner m'a demandé, il y a 1 an, aimerais-tu faire une course pour représenter l'hôpital, pour pouvoir prouver aux jeunes que malgré les différences ou les malformations des handicaps physiques, on peut tout réussir dans la vie. Alors, j'ai dit oui. À ma première course, je ne m'attendais pas à ça. À moitié de la course, j'ai regretté un peu d'avoir commencé à faire ça. Mais j'ai mon meilleur ami Michel avec moi qui m'a aidé. Puis ce qui est difficile dans la course, c'est qu'il y a des obstacles qu'il faut vraiment 2 mains, comme qu'il y en a que tu peux faire à 1 main. Ouais. Et les obstacles que je ne pouvais pas faire à deux mains, soit que mon ami m'aidait, par exemple, on dit les grimpe-singes, il me prenait par le bas du corps, puis il montait, puis je faisais le grimpe-singe. Ou quand on ne peut pas réussir un obstacle, quand on en rate un, on fait 30 burpees. OK. Alors, moi, j'avais comme 10 obstacles que je ne pouvais pas faire. Alors, ça revenait à 300 burpees en une course. Mais par chance, on pouvait diviser les burpees en 2, fait que je faisais 15 burpees. Fait que je n'ai quand même fait une centaine en une course. Là, il y a comme une première course, donc le 5 juin, c'est bien ça. Ouais. Mais Spartan Race, il y a d'autres événements à venir, là. Oui, c'est ça. Alors, Jeffrey en fait 4. Il va faire une trifecta cette année, mais l'hôpital Shriners, c'est un hôpital national. Hein? Alors, l'année passée, on faisait ça juste dans l'Est du Canada. Là, on en fait aussi dans l'Ouest, dans l'Alberta. Alors, les gens peuvent courir pour nous, amasser des fonds à Québec, Ottawa, Toronto, Edmonton, Montréal. Il y a plusieurs courses, Calgary et Red Deer. Vous, Patrick, comment aidez-vous, accompagnez-vous votre fils dans tout ça? Parce que, bon, on dit que son objectif est de ramasser 10 000 pour les Shriners, mais... Effectivement, le fait que Jeffrey a commencé à faire des courses Spartan Race l'année passée, puis parce qu'on l'a accompagné dans ces courses-là, on a vu vraiment la mentalité puis la façon de penser des gens de Spartan Race, puis on a vraiment aimé le sentiment qu'on avait, le sentiment positif qu'on avait lors de ces événements-là, le sentiment d'entraide, le sentiment, dans le fond, d'amour, dans le fond, qu'il y avait sur le site. Fait que donc, j'ai décidé, en fait, depuis la dernière année, je me suis entraîné, puis là, ben, j'ai décidé de participer à toutes les courses que Jeffrey allait participer, donc je vais faire un trifecta moi aussi cette année. Okay. Puis pour l'aider à ramasser de l'argent, bien là, on organise quelques petites activités de levée de fonds. Comme un exemple, en fin de semaine, vous savez, c'est la fin de semaine des ventes de garage. Donc, on va faire une vente de garage à la maison, puis toutes les ventes qu'on va faire, l'argent va aller en don à l'hôpital pour pouvoir participer aux 10 000 $, de Jeffrey. On fait aussi un brunch à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville le 3 juillet. Donc, tous les dons, en fait, tous les profits qui sont générés par le brunch vont aller à l'hôpital Shriners. Bon. En terminant, Jeffrey, je veux que tu nous parles de cette prothèse-là ici, que les gens ont peut-être vu avec Oscar Pistorius, quoique lui, il a eu une fin un peu plus malheureuse, problème judiciaire. Parce que quand on vous voit courir avec ça, là, on a l'impression que vous êtes comme des gazelles. Là. Ça pèse quand même, je ne sais pas, 5-6 livres au moins. Là. Je pense que c'est même moins. Même moins que ça? Ouais. Bon, c'est quand même pas pire. Mais c'est comment porter ça? C'est comment courir avec ça? Ça, c'est simplement incroyable. La première fois que je l'ai porté, j'avais des étoiles dans les yeux parce que j'avais jamais pu sauter à un pied sur ma jambe droite. Et avec cette prothèse-là, on peut. Alors, j'étais comme un enfant qui venait de découvrir un jouet, exemple. Puis, c'est incroyable parce qu'il y a comme il y a un vide entre la prothèse et la lame. Alors, quand tu cours, on dirait que tu cours dans le vide. C'est incroyable. Puis souvent, le monde me demande, est-ce que ça court plus vite? Est-ce que tu peux te propulser et tout? Mais c'est comme courir normalement avec une jambe, mais avec une propulsion de plus. Puis c'est tout simplement incroyable. Je suis vraiment content de pouvoir avoir cette prothèse-là. Puis c'est incroyable. Je ne peux pas te décrire. Je dis souvent aux gens que pour pouvoir vous expliquer comment, c'est quoi le sentiment puis le feeling qu'on a quand on court avec, c'est qu'il faut que tu te coupes une jambe. C'est pas tout le monde qui ferait ça, là. Je pense pas. Mais c'est ça, faut vraiment en avoir une pour pouvoir comprendre c'est quoi le sentiment qu'on a quand on court avec, puis c'est quoi qu'on ressent.
On te souhaite la meilleure des chances. On te dit félicitations pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas sûrement faire. Bravo également aux Shriners, parce que je pense qu'on a un exemple vivant de tout l'accompagnement, dans le fond. Jeffrey est probablement ce qu'il est aujourd'hui en partie grâce au support des Shriners et bien sûr de ses parents qui l'ont poussé à marcher. Un petit peu, oui. Un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la fête du printemps. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Alex, cette semaine, on parle de baseball? Exactement, avec Nathalie Miclette, on parle des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Toi, tu parles de golf? Oui, avec Étienne Papineau, l'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Il joue pas en West Virginia, lui? Oui, tu sais, la tourne West Virginia. Reste animation, mon cher. C'est vrai qu'au cours des dernières semaines, on a eu une météo plutôt inégale, des journées parfois très chaudes et surtout parfois très, très froides. Mais là, les prévisions pour en fin de semaine sont franchement magnifiques et il y a plein d'activités, dont la fête du printemps, parce que oui, le printemps va finir par arriver. C'est ce samedi, 21 mai, de 13h à 16h au Parc national du Fort Chambly. Deux invités pour en parler. D'abord, Isabelle Chalifou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de M. David Ledoyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est la fête du printemps? C'est un événement de lancement de saison pour la saison estivale 2016 au lieu historique national du Fort Chambly. Et c'est en fait une tradition, disons, qu'on veut refaire vivre, qui est une célébration autour de la plantation du mai. Je pense que mon collègue serait bon pour en parler de cette tradition. Oui. Alors, on se réjouit en général du printemps. De nos jours, souvent, l'événement symbolique, c'est le premier barbecue, des fêtes comme ça. Si on se reporte en arrière, il y a 250 ans, à l'époque de la Nouvelle-France, que commémore le Fort Chambly, il y avait une fête importante qui s'appelait la plantation du mai. Alors, le mai, c'est un arbre ébranché, un mât, si vous voulez, qu'on va planter devant la maison du Seigneur pour lui rendre hommage. Donc, c'est des gens qui avaient des terres qui dépendaient du Seigneur, dans une seigneurie, donc vont rendre hommage à leur Seigneur avec une cérémonie un peu particulière. En théorie, c'est une surprise, mais le Seigneur feint toujours l'ignorance, mais il y a toujours toutes sortes de préparatifs. Et on va donc planter cet arbre devant lui. Nous, on va faire ça dans la cour du Fort Chambly. Et on fait du bruit, on tire du fusil, on fait des danses, des réjouissances, des festins. Alors, c'est vraiment pour se réjouir du printemps et ça souligne les relations entre les gens dans la seigneurie. Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque? Parce que là, il faut se reporter donc aux alentours du 17e siècle ou à peu près. Qu'est-ce que ça signifiait pour les citoyens de l'époque? Je pense que ça signifie deux choses. Donc, ça rappelle justement les relations qu'entretient le Seigneur avec les gens qu'on appelait les censitaires ou les habitants. Donc, il y a un ensemble de droits et de devoirs. C'est contraignant, mais de l'autre côté, on va chercher le côté positif puisqu'on va faire la fête ensemble. Et l'autre aspect, c'est qu'on célèbre justement le printemps. Donc, on se rapporte à une époque où il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas d'emballage sous vide. On mange des légumes racines depuis un bout de temps. Donc, au printemps, on va semer des légumes frais qui s'en viennent. Donc, c'est l'occasion de se réjouir. Donc, ce moment où ça se cristallise, là, cette arrivée du printemps, on fait du bruit, on s'amuse. Bon. Vous parlez, d'ailleurs, je trouve ça intéressant quand on regarde un peu l'horaire de cette journée. Exact. Parce que, bon, pour le public, ça commence à 13 h, c'est bien ça? Oui. Mais c'est drôle parce que je lisais dans une de vos communications, on dit à 11 h, l'arrivée des reconstituteurs. Donc, ça veut dire qu'on va reconstituer l'époque, c'est un peu ça? Oui, en fait, il y a depuis plusieurs années la compagnie La Corne, qui est une école de soldats. En fait, c'est des reconstituteurs qui aiment reproduire des manœuvres militaires. Et ils ont, disons, une tradition depuis plusieurs années de venir faire cette école du soldat au Fort Chambly. Donc, ils font partie de notre célébration.
Et puis, dans la séquence, j'imagine que vous avez aussi la plantation de notre potager d'antan. On a la chance d'avoir avec nous un spécialiste du potager d'antan, M. Richard, qui va être présent, qui va être, donc, ça c'est devant le Fort Chambly. Et puis, dans la thématique culinaire aussi, parce qu'on a cette thématique au fort pour la saison, donc saveurs de Nouvelle-France, on a aussi la chance d'avoir cette journée-là la présence d'un chef de réputation, soit Guillaume Quentin, qui va venir cuisiner une soupe aux pois et la partager avec le public. En quoi la soupe aux pois de l'époque était-elle différente de celle qu'on a maintenant chez nous quand on va ou dans les cabanes à sucre? Bien, premièrement, elle ne vient pas en boîte. Non, c'est pas les boîtes habitants. On parle de recettes qui sont souvent d'une très, très grande simplicité. La soupe aux pois, vous avez 3 ingrédients. Vous avez des pois, de l'eau, du lard, puis un peu de gras pour pas que ça attache. Mais même, on peut montrer quand même avec des ingrédients très simples, on peut faire des choses qui sont savoureuses. Et je suis sûr qu'un chef aussi talentueux que M. Quentin va vraiment ravir les palais, même avec une recette qui semble si simple que la soupe aux pois. Je suis convaincu que les palais vont être comblés. Aussi, dans ce monde des saveurs aussi, parce que ça fait le lien aussi avec cette idée de printemps et d'alimentation. Il y a cette journée-là un atelier aussi sur la préparation de la bière d'épinette. Oui. Ça, ça n'a pas rapport avec la bière qu'on a maintenant, qui est plus une boisson gazeuse aromatisée. Là, on parle bien d'une espèce de bouillon qui a fermenté, fait avec des branches d'épinette. Donc, il y a quelqu'un qui est très connaissant sur le sujet, M. Nivon, qui va en parler. Donc, montrer aussi tout ce monde des boissons sous le régime français. Puis c'est aussi une façon de conserver des vitamines. À l'époque, on ne les connaissait pas, maintenant on les connaît parce qu'il y a de la vitamine C dans la bière d'épinette. Donc, bienvenue pendant l'hiver, une époque où, je le répète, il n'y a pas de fruits congelés qui nous arrivent de Floride ou du Mexique. Et aussi, ce qui est important de cette fête aussi, c'est que les gens sont invités à participer. Il va y avoir des chants, il va y avoir des danses surtout. On va décorer l'arbre qu'on va planter. Donc, les visiteurs sont invités à aider à la décoration de l'arbre, donc d'aider ces gens qui vont en costume d'époque, les reconstituteurs, et ils vont aussi pouvoir participer aux danses. Donc, ça va être des danses simples, des rondes, qui vont permettre donc aux gens là, de se faire aller du pied un peu, là, puis d'entrer dans la fête. Qu'est-ce qu'on va avoir comme musique à ce moment-là? Ça va avoir, je pense qu'il va y avoir un violoniste, il va y avoir de la flûte. Donc, c'est des danses qui ont des noms assez imagés, comme la bourrée, par exemple. Les rondes. Ou les ronds. Ouais. Quelque chose de simple. Hein? Évidemment, on veut ça facile pour que tout le monde ait envie de participer. Bon. Est-ce que dans le passé, on a déjà fait quelque chose de semblable au Fort Chambly ou c'est relativement nouveau, là, ce type d'activité? Non, comme David le soulignait, oui, en effet, c'est une tradition dans le sens où l'équipe de cette année a fait le choix, en effet, de créer vraiment un événement d'ouverture pour lancer la saison. Donc, on a, disons, une programmation plus toffue, là, disons, plus alimentée. Avez-vous déjà planté d'autres mets, d'autres années? Oui, ça s'est fait pendant plusieurs années. Il y a une petite éclipse, ça revient, puis je pense que ça montre aussi, la fête prend plus d'ampleur qu'elle avait eu dans les précédentes éditions. Donc, il y a plus de reconstituteurs que certaines années dans les militaires pour faire des démonstrations, avec les jardiniers invités, le chef invité, le volet participatif qui n'a jamais été aussi grand pour les visiteurs. Donc, je pense que ça va être, même pour des gens qui sont déjà allés, ça va être l'occasion de voir cette fête-là d'un autre œil, d'autres angles. Et aussi, ça fait le lien avec l'exposition spéciale qui est au Fort Chambly, qui en est une sur l'alimentation. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une belle occasion pour les gens là, de voir le fort d'un autre œil. Qu'est-ce que vous suggérez au public? Parce que le Fort Chambly, c'est puis je le dis, là, c'est un des joyaux de la région. Vraiment, c'est un site de toute beauté, avec la rivière, les chutes, le bruit, le bassin, le fort qui est de toute beauté. En même temps, c'est souvent un point de départ ou d'arrivée pour les nombreux cyclistes ou marcheurs dans la région. En plus de ça, oui, c'est vrai que la météo s'annonce très, très belle. L'activité est de 13 à 16 heures. Pour petits et grands, je présume. Qu'est-ce que vous dites aux visiteurs qui seraient intéressés de se déplacer? Avez-vous des conseils à leur donner? Bien, le conseil, c'est que de 13 heures à 16 heures, il y a une variété d'activités. Donc, vous pouvez vraiment passer l'après-midi avec nous. Ouais. On a de quoi vous divertir. Au niveau de la programmation, de la diversité des animateurs qui sont sur place, mais aussi avec la diversité des expositions qu'on a au Fort Chambly. Comme David l'expliquait, en fait, vous le disiez, il y a Saveurs de Nouvelle-France, donc il y a une exposition thématique avec 5 aliments vedettes qui étaient présents dans l'alimentation de l'époque, qui sont encore là aujourd'hui. La bière, le pain, la citrouille, le pois et le chocolat.
Et puis, il y a donc présentation de ces aliments-là avec des recettes d'autrefois et des recettes d'aujourd'hui avec des chefs vedettes d'aujourd'hui. Et il y a aussi une nouvelle exposition, là j'inviterai David à en parler aussi, qui est axée sur M. Joseph-Octave Dion, un des pionniers dans la restauration du Fort Chambly. Oui. Alors, le fort, c'est un endroit qui est très aimé par les gens. Il y a des gens qui connaissent plus l'extérieur, qui sont plus des usagers du parc, du paysage, d'autres qui ont eu toutes sortes de belles expériences à l'intérieur quand ils sont visités avec l'école. Beaucoup d'écoles de la région sont venues. Il y a des histoires d'amour, des gens qui se sont rencontrés dans le parc du Fort Chambly. Donc, ils sont en amour avec le fort, donc ils sont tombés en amour au Fort Chambly, en tout cas. Mais aussi, il y a quelqu'un dont son histoire d'amour avec le fort est plus importante, en fait, plus spectaculaire, je dirais, c'est M. Dion, qui est mort en 1916, donc ça fait 100 ans qu'il est mort cette année. Et une nouvelle exposition lui rend hommage, parce que lui, il aimait beaucoup le fort. C'est un natif de Chambly, puis il l'a connu dans sa jeunesse. Puis il a vu qu'il commençait à tomber en ruine, il a vu un manque d'entretien, et il a réussi à convaincre, avec des collaborateurs à lui, des amis, convaincre le gouvernement de donner de l'argent pour la restauration de ce monument historique, ce qui était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Donc, c'est un grand pionnier. Il est même devenu le conservateur du premier musée du fort. Il a vécu une trentaine d'années dedans. Donc, de son point de vue, c'est une forme d'histoire d'amour pour le fort, ce qu'on veut communiquer avec une galerie de photos, beaucoup de photos qui n'ont jamais été vues de l'histoire du fort. Et on veut aussi s'adresser à nos visiteurs, parce que beaucoup de gens ont une histoire avec le Fort Chambly. Et il y a un volet en exposition, on présente ces histoires de visiteurs. Donc, on invite les gens qui ont une histoire avec le fort à nous la communiquer pour qu'on puisse l'intégrer dans l'exposition. Alors donc, Fête du printemps, c'est ce samedi 21 mai, 13 à 16 heures, sur le site national du Fort Chambly. À vous deux, merci beaucoup. On invite la population. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi prochain, c'est le congé férié de la Fête des Patriotes et notez qu'au niveau du ramassage des ordures et du recyclage, aucun changement à l'horaire des collectes. Chaque semaine, on vous présente bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste www.tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.